Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 18 mai. Plusieurs projets de loi, dont ceux liés à l'état civil, à la médecine vétérinaire, la santé animale, ainsi que des exposés, dont le plan national autisme, à l'ordre du jour du Conseil des ministres, présidé ce dimanche par le président de la République. Célébration demain du 69e anniversaire de la journée de l'étudiant, où lorsque les étudiants algériens ont troqué leurs plumes contre les armes pour l'indépendance de l'Algérie, le président de la République a salué dans un message adressé à cette occasion la jeunesse algérienne en quête de réussite et animée par la forte ambition de construire une Algérie forte. La France épinglée de nouveau sur sa prétendue liberté d'expression avec ce scandale en rapport avec l'écrivain Pierre Jovanovic que les autorités essayent de réduire au silence à cause de son livre qui dénonce les mécanismes opaques de la finance mondiale. Gaza sous les feux de l'agression génocidaire sioniste, au moins 50 Palestiniens sont tombés ce dimanche en martyrs dans des bombardements de l'armée d'occupation. On en parle dans un instant. Ouverture ce dimanche de la 8e édition du Salon international des transports et de la logistique, avec la participation de plus de 70 exposants représentant des entreprises, des opérateurs et des institutions issues des secteurs des transports, ainsi que des entreprises activant dans les services logistiques. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à des projets de loi, dont ceux liés à l'état civil, à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, ainsi qu'à des exposés, dont le plan national autisme. Donc je disais que le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à des projets de loi, dont ceux liés à l'état civil, à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, ainsi qu'à des exposés, dont le plan national autisme. Et pour plus de détails sur cette réunion du Conseil des ministres, nous avons avec nous en direct Yasmine Messaoudi depuis le siège de la présidence de la République. Yasmine, bonsoir. Que doit-on retenir de la réunion de ce dimanche ? Bonsoir Sarah. Le Conseil des ministres présidé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune s'est achevé il y a quelques instants. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour. Notamment, le président de la République a donné des instructions fermes au gouvernement pour intensifier son action sur le terrain avec rigueur afin de répondre aux préoccupations réelles des citoyens, loin de tout folklore médiatique. Il a rappelé que le traitement des grands dossiers sociaux doit se faire en coordination directe avec le Premier ministre. Le président de la République a également ordonné la régularisation définitive de la situation des jeunes exerçant dans le secteur de l'importation à petite échelle, notamment via le CABA, en les intégrant dans le circuit économique à travers l'octroi du statut d'agent économique. Dans ce cadre, le chef de l'État a chargé le Premier ministre de créer dans les plus brefs délais une commission chargée de définir les mécanismes de travail de ces jeunes qui investissent leurs modestes capitaux pour répondre à des besoins simples mais essentiels pour le marché national. Le président de la République a ordonné la prise de nouvelles mesures, incluant la possibilité de la création d'un office national du sucre. Ce dernier sera chargé de réguler le marché en matière de production, de couverture de la demande nationale et de gestion des exportations, en s'appuyant sur des données statistiques précises avec des retombées positives attendues pour la Banque centrale.
Et Céline Feuillet, merci beaucoup pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le siège de la présidence. Nous célébrons demain le 69e anniversaire de la journée de l'étudiant, marquant l'anniversaire de l'événement historique du 19 mai 1956, où lorsque les étudiants algériens ont troqué leurs plumes contre les armes pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie. Cette commémoration se tient dans un contexte marqué par de nombreux acquis pour les étudiants, notamment l'encouragement des compétences scientifiques en matière d'innovation et de créativité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé à cette occasion un message dans lequel il a salué la jeunesse algérienne qui fréquente les amphithéâtres des universités en quête de réussite et animée par la forte ambition de contribuer à l'édification d'une Algérie forte et victorieuse. En suivant l'exemple des pionniers prédécesseurs et en se remémorant à cette occasion une génération profondément imprégnée de l'esprit de patriotisme qui, le 19 mai 1956, en pleine glorieuse révolution de libération, a choisi de quitter les bancs de l'université pour rejoindre le front de la lutte armée. Et affirmer par cet élan historique que le peuple algérien était un peuple libre et décidé à le demeurer et que rien n'est plus important que de répondre à l'appel de la liberté dans la déclaration éternelle du 1er novembre. Le président de la République a rappelé que l'Algérie a dû, au lendemain de l'indépendance, faire face à des circonstances difficiles et à de multiples défis pour rattraper le grand retard causé par la colonisation odieuse dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement à travers la politique systématique d'analphabétisme plutôt et de privation et les tentatives d'effacer la personnalité et l'identité nationale. L'Algérie, grâce à la volonté des patriotes, a su surmonter cette situation difficile et bâtir un système universitaire national honorable avec un encadrement pédagogique impeccable et des structures couvrant toutes les régions du pays et répondant aux besoins des étudiants et étudiantes universitaires. Et ce, tout en garantissant des conditions adéquates pour l'acquisition du savoir et des connaissances dans un environnement digne qui convient à cette génération prometteuse. Ceci se reflète à travers le nombre de diplômés des instituts et universités, dit le président de la République dans son message, les ressources financières allouées et les capacités humaines mobilisées pour faire de l'université dans l'Algérie nouvelle et victorieuse une locomotive essentielle à même de mener le pays vers le développement et la diversification de l'activité économique. Le chef de l'État a réitéré l'engagement de l'État à promouvoir davantage l'université algérienne et le système de formation dans différents niveaux et spécialités pour être au diapason de la réalité économique et des processus, de transition vers l'économie de la connaissance. Le président de la République a également insisté sur l'importance de mettre en place les mécanismes garantissant l'intégration des jeunes universitaires, des diplômés, des instituts de formation dans la dynamique de ces mutations inévitables vers une économie ouverte, diversifiée et compétitive, notamment à travers la facilitation et l'accompagnement de la création de petites et moyennes entreprises, tout en exprimant sa fierté quant aux réalisations des étudiants brillants et ingénieux dans nos universités, excellents avec brio et mérite dans les domaines de l'innovation et de la créativité et maîtrisant les technologies les plus pointues et les plus avancées dans le monde. Fin du message du président de la République. Le 19 mai 1956, l'UGMA, l'Union des étudiants musulmans algériens, lançait un appel à la grève illimitée des cours et des examens et au ralliement au maquis de la LN. Un des organisateurs de cette grève, le Moudjahid et ancien diplomate Salah Belkoubi, étudiant à l'époque et membre fondateur de l'UGMA, témoin de cette partie de l'histoire de notre glorieuse révolution, qui selon lui ne pouvait pas négliger les étudiants. Notre caméra l'a rencontré pour vous, son portrait est signé Riyad Ben Mehdi, Yamina Saïdji. Regardez. Malgré le poids des années, le Moudjahid Salah Belkoubi, membre fondateur de l'UGMA, demeure une mémoire vivante de la lutte pour l'indépendance. À 84 ans, le Moudjahid reste profondément attaché à la mémoire nationale qu'il tient à préserver. Mon admission à l'université d'Alger et plus précisément à l'unique institut du pays à l'époque dédié à l'étude de la pensée islamique a marqué une étape décisive dans mon parcours intellectuel et académique. Dans sa jeunesse, Salah Belkoubi était l'un des étudiants engagés sur lesquels comptait la direction du Front de Libération Nationale,
Insensible aux menaces, comme aux promesses de l'armée française, il s'est engagé ouvertement comme militant et résistant pour la cause de libération nationale. Nous avons fondé le premier bureau national des étudiants algériens. Nous avons été convoqués au bureau des étudiants français par la Gaillarde dès notre arrivée. Nous avons été encerclés par des personnes armées. Ils nous ont alors lancé « Pourquoi avoir agi ainsi ? Vous allez devoir en assumer les conséquences ». La grève des étudiants le 19 mai 1956 fut un événement marquant pour le Moudjahid, dont les souvenirs restent gravés à jamais. Cette nuit-là, nous étions 5 à travailler à la rédaction et au tirage du communiqué. Je dirigeais notre groupe basé dans la capitale. À nos côtés se trouvaient des responsables des organisations estudiantines qui existaient avant l'UGMA. Nous sommes restés à Alger, mais malheureusement, cet épisode n'a pas été beaucoup documenté dans les récits historiques. Saleh Ben Qoubi est une véritable encyclopédie, riche en récits d'événements phares de la guerre de libération nationale, documentant l'apport de l'élite nationale dans la révolution de novembre, une référence pour quiconque souhaite en savoir plus sur les héros de l'Algérie. Nous en parlions en titre, la France épinglée de nouveau sur sa prétendue liberté d'expression avec ce scandale en rapport avec l'écrivain Pierre Jovanovic que les autorités essayent de réduire au silence. Son ouvrage 2008, chronologie de cette année, qui a été pour les banques, rappelez-vous, ce qu'a été Tchernobyl pour le nucléaire, révèle en gros tous les mensonges et les crimes des banquiers devenus fous à cause de la crise. Pour retrouver la trace du texte original de son livre, tous les services de sécurité ont été mis en mouvement pour l'arrêter. C'est le compte-rendu de Yamina Saïch. Regardez. Une scène surréaliste. En pleine nuit, les forces spéciales du GIPN font irruption chez l'écrivain et journaliste indépendant Pierre Jovanovic, ainsi qu'au siège de sa maison d'édition à Paris. Il s'agit vraisemblablement d'une opération d'intimidation, à quelques jours de la sortie de son nouveau livre 2008, un ouvrage qui dénonce les mécanismes opaques de la finance mondiale et les responsabilités politiques dans l'effondrement économique. Une intervention policière disproportionnée menée comme si l'auteur représentait une menace grave à l'ordre public. Depuis des années, Pierre Jovanovic dénonce les dérives des institutions financières. Il alerte sur les abus des systèmes financiers, l'endettement organisé des États et la concentration du pouvoir entre les mains d'une élite économique. Il y a un dossier, il y a un tribunal, il y a un procès, et ainsi de suite. Alors que débarquer chez moi à 11h, alors on va montrer les photos. Qu'est-ce que je dis 11h? À 1h du matin. À 1h du matin. Oui, à 1h du matin. Donc c'était pas à 6h. Parce que ça permet, si tu veux, de court-circuiter tout le processus juridique classique. Mais ça, c'est pas illégal. Santé. Non, parce que c'est une affaire de santé. Parce que là, il y avait le GIPN. Alors on va montrer les images encore. Ouais, il y avait le GIPN, et ça c'est au jardin Méliès. Il y avait le GIPN, il y avait le commissaire de police du 17e, il y avait un représentant du préfet, enfin un camion de pompiers, et bien entendu un camion de police et la BAC. Donc ça faisait vraiment pas mal de monde. Mais les gendarmes et les policiers qui suivent un revue de presse m'ont expliqué que c'était les autorités nécessaires pour interner quelqu'un. L'affaire soulève une vraie question en France. Pays qui se vante d'être défenseur de la liberté d'expression, un écrivain se retrouve ciblé par une vaste opération policière pour un livre jugé sensible. Le contraste est frappant. La France n'hésite pas à pointer du doigt certains pays qui, selon l'Hexagone, manquent de liberté d'expression, comme l'Algérie. L'emprisonnement de Boualem Sansal, accusé d'avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire national, a provoqué l'ire de Paris. Aujourd'hui, les services de sécurité français arrêtent un écrivain dont le seul tort est de vouloir dénoncer les entourloupes des banquiers. Même moi, je veux dire, en vous parlant aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser encore la portée de la chose. Même si j'en comprends la signification, et que c'est purement scandaleux, et qu'on donne des leçons à l'Algérie ou à la Turquie ou à d'autres pays, ou à la Russie par exemple, de liberté d'expression, mais je pense que là, la Macronie a franchi un pas. Aujourd'hui, l'écrivain fait face à une large campagne de dénigrement et d'intimidation. Mais Pierre Jovanovic ne compte pas reculer. Le recours à la force contre un auteur n'a pas seulement choqué l'opinion,
Il révèle un malaise encore plus profond dans l'État dit démocratique. Situation catastrophique à Gaza. L'agression génocidaire ne faiblit pas aujourd'hui. Au moins 50 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements de l'armée d'occupation sur diverses zones de l'enclave palestinienne. Les atrocités commises par l'entité sioniste ont lieu dans l'impunité totale et sous les yeux silencieux, voire complices de la communauté internationale qui n'agit pas malgré une famine provoquée par l'occupant israélien qui assume son déploiement comme arme de guerre. Rina Lerari. 589 jours, presque 2 années entières que Gaza s'effondre sous les bombardements ininterrompus de l'armée d'occupation sioniste. Écrasée, elle n'est aujourd'hui plus qu'un champ de ruines. Au cœur de ce chaos, les Gazaouis sont pris au piège, assiégés, privés de tout, enterrant par centaines leurs morts. Un vécu devenu banal à cause du mutisme international. À cette horreur s'ajoutent d'autres atrocités, celle d'une famine organisée, d'un système de santé anéanti et une population qui meurt de soif, de maladie et de négligence. Une catastrophe humanitaire à ciel ouvert. Les Palestiniens, ils existent, ils espèrent et ils attendent. Moi, je ne suis pas revenue indemne de Gaza et je pense que personne ne peut revenir indemne. J'ai encore les bruits dans les oreilles, j'ai encore l'odeur du sang dans le nez, qui ne me quittera, je pense, jamais. C'est pas juste une guerre. Là, c'est un effondrement. Clairement, c'est l'effondrement de notre humanité, c'est l'effondrement de notre société, c'est l'effondrement de la responsabilité collective. Tout ça, j'ai beau le répéter, je n'ai que des silences assourdissants en face de moi. Je me dis chaque jour combien d'enfants faut-il pour qu'on se dise que là, c'est trop. Je me demande combien d'années est-ce que ce peuple va encore vivre pour avoir le droit à une vie digne. Là, c'est un effondrement. Clairement, c'est l'effondrement de notre humanité, c'est l'effondrement de notre société, c'est l'effondrement de la responsabilité collective. Jusqu'à preuve du contraire, il y a un occupant et un occupé. Aussi, l'air, le sous-sol, le littoral, la frontière, les puits artésiens, c'est une prison, comme on l'a dit, elle est sous le contrôle de ces geôliers. Combien de milliers de morts supplémentaires va-t-il falloir, de milliers de morts et de dizaines de milliers de blessés? Alors que Gaza sombre jour après jour, ailleurs la vie continue son cours. L'émotion est devenue passagère et la colère a cédé la place au confort de l'indifférence. Les cris d'aide des Palestiniens ne sont plus qu'un bruit de fond. Les dirigeants observent sans réelle pression ni réaction forte et face à cette passivité, rares sont les voix qui s'élèvent pour dénoncer ce drame. Je suis bien conscient de l'état lamentable du débat politique et médiatique sur Gaza, de la manière dont les ignorants, les lâches ou pire, les complices se déchaînent avec férocité contre ceux comme vous qui osent parler. Derrière l'indifférence et la déshumanisation du peuple palestinien, il y a chez nous cet amour pour chaque vie humaine, quelle qu'elle soit. Et face à ces discours criminels et profondément racistes, qui ne cherchent plus à convaincre, mais désormais à écraser leurs oppositions, qui invisibilisent ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains qui refusent simplement, catégoriquement, les pires monstruosités, il n'y a rien de plus beau que cette lutte collective et citoyenne pour le droit à l'autodétermination du peuple palestinien qui nous empêche de sombrer, comme nos ennemis le font actuellement, dans la détestation privée. Pendant que les jours passent, que les frappes se répètent, Gaza s'enfonce dans un oubli orchestré. La population n'a plus d'illusions, elle attend la mort avec le ventre vide. Et Gaza était à l'honneur à l'occasion du festival de Cannes qui a rendu hommage à Fatima Hassouna, photographe gazaoui de 25 ans tuée par un missile sioniste le 16 avril, au lendemain de la sélection du documentaire qui lui est consacré. Armée de courage, Fatima avait travaillé pendant plus d'un an et demi sur son documentaire qui retrace la souffrance du peuple gazaoui au quotidien. Son assassinat a été condamné dans une lettre ouverte signée par 380 personnalités du cinéma. Voyons ça avec Yasmine Saoudi. Fatima Hassouna, photojournaliste palestinienne de 25 ans, a été tuée le 16 avril dernier dans une frappe de l'entité sioniste qui a détruit son immeuble à Gaza, emportant avec elle 10 membres de sa famille, dont ses 3 enfants et son époux. Depuis le début de l'offensive en octobre 2023, elle documentait le quotidien de la population enfermée sous siège inhumain, témoin d'un génocide que l'entité sioniste cherche à dissimuler par tous les moyens. Le documentaire réalisé en collaboration avec la réalisatrice Pida Farsi retrace des mois d'échanges et de témoignages. Sélectionné au Festival de Cannes, il devait révéler au monde la vie sous les bombardements.
La voix de Fatima, bien que réduite au silence, survit à travers ces images puissantes qui exposent sans filtre le génocide et les atrocités que les Razaouis subissent au quotidien. Elle disait, je voudrais une mort bruyante, éclatante. Je ne veux pas être un chiffre à la dernière page d'un journal. Elle disait, je resterai à Gaza, mon Gaza a besoin de moi. Ces disparitions soulignent la volonté de l'entité sioniste d'éliminer toute forme de témoignage indépendant sur la situation désastreuse dans l'enclave palestinienne. Elle illustre la détermination de l'entité sioniste à étouffer toute voix capable de révéler au monde entier la réalité vécue à Gaza. Ces images resteront un témoignage indélébile face au silence imposé. Mon texte me touche énormément et c'est pour ça que j'avais envie de voir ce film. C'est complètement un devoir de mémoire et un devoir de visibilisation aussi de ce qui se passe en ce moment, de tous les massacres qui ont lieu à Gaza. Fatem est morte, mais le film reste et un jour Gaza sera libre. Le film de Fatima Hassouna n'a pu être tué par les obus sionistes. Sa lettre, lue à titre posthume par Spider Farsi, restera à jamais ancrée dans l'histoire du Festival de Cannes. Pour l'instant, dans l'actualité internationale, un manifeste signé par un millier d'organisations de la société civile espagnole, de partis et personnalités politiques et d'intellectuels appelle Madrid à revenir sur le soutien apporté au présumé plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental et exhorte le gouvernement espagnol à la reconnaissance ferme et sans équivoque du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers l'organisation d'un référendum libre sous l'égide des Nations Unies. Critiquant la réaffirmation récemment par un membre du gouvernement du revirement espagnol en faveur de la proposition marocaine en rupture avec la position traditionnelle de neutralité de l'Espagne. Le document soutient que cette position est non seulement en contradiction avec le droit international, mais elle est aussi une atteinte directe à la mémoire historique, aux principes démocratiques et à la dignité d'un peuple qui résiste en exil et sous occupation depuis 50 ans. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf a participé ce dimanche au Vatican à la messe d'inauguration du pontificat du pape Léon XIV. Youssef Belmehdi était accompagné de l'ambassadeur d'Algérie auprès du Saint-Siège au Vatican, de l'ambassadeur d'Algérie en République d'Italie et de l'archevêque d'Alger. Dans l'actualité nationale, ouverture ce dimanche de la 8e édition du Salon international des transports et de la logistique Logistica, avec la participation de plus de 70 exposants représentant des entreprises, des opérateurs et des institutions issues des secteurs des transports maritimes, aériens, ferroviaires et routiers. Le but est de rapprocher les opérateurs économiques des prestataires de la logistique et de les sensibiliser autour des facilitations et des réglementations existantes en Algérie, nous dit Badia Amari dans ce papier. Le transport et la logistique occupent une place stratégique dans toute opération d'exportation. Ils ne se limitent pas au simple acheminement des marchandises, mais englobent l'ensemble des processus qui garantissent que le produit parvienne aux clients étrangers en bon état, dans les délais et au moindre coût. D'où l'importance de ce salon dédié exclusivement à ces deux filières. Des entreprises, des opérateurs et des institutions issues des secteurs des transports et de la logistique, ainsi que des administrations et organismes publics y prennent part. Tout transite par le transport. Les bases logistiques qui sont aujourd'hui, je dirais, une pièce maîtresse pour permettre à nos opérateurs de préparer leurs exportations. Par rapport à la flotte, nous avons quand même 34 navires. 34 navires, dont 11 relèvent d'IPROC, 8 relèvent de Knan El Jazair, 6 relèvent de l'UNTMV, et 2 ou 3 autres relèvent du secteur privé. Il s'est présent également pas mal d'entreprises, notamment des start-up, qui vont exposer les dernières innovations qui connaissent ce secteur. Également, vous pouvez constater l'ensemble, la touche de la numérisation qui a touché ce salon. Et nous sommes dans l'attente de voir
plutôt les conclusions de ce salon à travers la matérialisation des recommandations. Lors de ce salon, des échanges entre les participants porteront sur les enjeux actuels du secteur, les nouvelles réglementations, la digitalisation, la durabilité et les perspectives de développement du transport et de la logistique en Algérie et à l'international. Car dans le commerce international, une exportation bien organisée, c'est une image de marque valorisée, une compétitivité accrue et des opportunités de croissance durable. Les échanges commerciaux de l'Algérie dépendent à 95% de la voie maritime. Donc c'est pour ça que les ports bénéficient de toute l'attention des pouvoirs publics pour améliorer leur performance et réduire le coût logistique de nos échanges commerciaux, que ce soit à l'import mais surtout à l'export, pour rendre nos produits compétitifs. Il est estimé que le coût logistique des échanges, les experts l'estiment à 25% du coût global. Notre objectif, c'est de les réduire aux standards qui sont appliqués, observés ailleurs, à 10 à 5%. Pour l'activité fret, les chiffres réalisés en année 2024, c'était environ 6 millions de tonnes, tous produits confondus. Pour encourager davantage d'exportateurs d'emprunter nos lignes, puisque nous avons des capacités allant jusqu'à 100 remorques par traversée, ce qui représente éventuellement un peu plus de 2000 tonnes de marchandises à charger à bord, que ce soit dans les deux sens. Voilà, on fournit des solutions de logistique, du warehousing, qui est du stockage, de la livraison, du transport, du fret maritime, aérien, terrestre aussi, et d'autres services qui sont reliés à la logistique. Au menu de cette manifestation, également conférences, tables rondes et débats animés par des experts. Organisé par la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie, ce salon se veut une véritable plateforme d'échange offrant des opportunités uniques de partenariat, de networking et de découverte des dernières innovations dans les domaines du transport et de la logistique. Autre événement économique ouvert ce matin également, le Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau, en présence du ministre de l'Hydraulique et de la ministre de l'Environnement. Le salon qui se poursuit jusqu'au 20 mai est une occasion d'échanger les connaissances et les expériences dans le domaine du dessalement d'eau de mer, l'occasion aussi de s'intéresser aux nouvelles compétences et aux métiers émergents dans le domaine de l'environnement et du traitement des eaux usées. Voyons ça avec Naïm El Walish qui était sur place. Regardez. Avec une présence de 80% de sociétés algériennes au Salon international de l'eau et de la transition climatique, l'offre locale est aussi forte que dynamique. Les participants, dont des leaders du marché, proposent des solutions innovantes en matière de recyclage des eaux usées et du dessalement de l'eau de mer. Notre participation vient par rapport à notre contribution donc à la mobilisation de la ressource en eau, même si elle est non conventionnelle, particulièrement dans le contexte de changement climatique actuel, où la ressource se fait de plus en plus rare et irrégulière. Le produit innovant, on a ce type de système, c'est le système MBBR qui est utilisé mondialement. Ce qu'on vise, Inch'Allah, de l'installer ici en Algérie. Inch'Allah, il sera cette année. On vise de l'installer, Inch'Allah, et de le fabriquer ici en Algérie. Sert pour diminuer les surfaces pour l'environnement, diminuer les surfaces des stations d'épuration, donner un rendement plus élevé et donner une qualité d'eau optimale, meilleure pour les stations d'épuration. La réutilisation pour l'environnement, pour l'agriculture, pour les nettoyages et tout. On commence de plus en plus à faire des productions nationales ici. On fait des générateurs d'ozone pour tout ce qui est la désinfection. On a des systèmes de gestion en ligne qui nous permettent d'avoir en temps réel sur votre téléphone ou sur votre tablette ou PC tous les paramètres nécessaires pour faire le suivi des stations de traitement. Pas moins de 12 pays étrangers dont la Turquie, la Chine, l'Italie et les Pays-Bas sont présents avec les dernières innovations et technologies dans le domaine de la gestion de l'eau, du traitement des eaux et des solutions durables face aux défis climatiques. Depuis plus que 100 ans, 120 ans, 150 ans même, font donc des équipements dans le cadre des eaux usées et surtout, parce que ça vous intéresse, je sais très bien, actuellement, surtout, c'est donc le dessalement d'eau de mer. Nous faisons des systèmes et pompes d'eau pour traiter l'eau
Et ici en Algérie, on a un fort besoin d'optimiser la gestion et l'usage de l'eau. Nous avons des produits innovants, très innovants, parce qu'ils permettent d'optimiser tous les procès. Plateforme essentielle pour aborder les enjeux liés aux ressources hydriques, ce salon qui s'étalera sur 3 jours favorise le partage des connaissances entre les professionnels du secteur de l'eau et de l'environnement, aussi bien au niveau national qu'international. Et partons à présent en direction du sud-ouest du pays, précisément à Béchar, à la découverte d'un trésor culturel et historique à préserver. En l'occurrence, l'Oqsar Moughel, un vestige qui a pu résister à l'épreuve du temps et qui représente aujourd'hui encore une partie importante du patrimoine de la région. C'est un sujet signé Houaria Karim, Rina Lerari. Joyau architectural de la Saoura, Oqsar Moughel est bien plus qu'un simple vestige. Il représente un témoin millénaire de l'habitat saharien, construit avec des matériaux répondant aux spécificités géographiques, climatiques et sociales d'antan. Ses couloirs étroits, ses arches en terre crue et ses plafonds en bois de palmier racontent la vie quotidienne des anciens habitants, adaptés au climat rude du désert. L'Oqsar est entouré d'un mur fortifié comportant 4 tours de surveillance, assurant ainsi sa protection. Cette muraille abrite 6 passages menant directement à la place publique, facilitant l'accès et la circulation au sein d'Oqsar. Dans ce décor authentique, chaque pierre, chaque recoin et chaque détail raconte le savoir-faire ancestral des bâtisseurs d'autrefois. Aujourd'hui, alors que le temps semble suspendu entre ces murs en pisé, Oqsar rappelle l'importance de préserver et de valoriser un patrimoine qui a su résister au siècle. L'Oqsar est construit en argile et en pierre avec des murs épais qui offrent une isolation thermique naturelle, bénéfique aussi bien en été qu'en hiver. Bien qu'une petite partie ait été restaurée, l'Oqsar nécessite une véritable opération de restauration afin de sauvegarder ce lieu chargé d'histoire. Après plus de 8 siècles, l'Oqsar de Moughel tient toujours debout, défiant le temps et racontant l'histoire de ceux qui l'ont habité. Chargé de mémoire, Oqsar Moughel est un patrimoine archéologique qui doit être sauvegardé. Et avec ces belles images qui nous viennent de Béchar, on arrive au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.